On va commencer cette vidéo directement au moment où France Télécom n'a plus rien à voir avec les PTT. En 1992, la filière France Télécom Mobile sort le premier forfait pour téléphone portable en France, nommé Itineris. C'est le début du réseau 2G en France. Cependant, ils seront pas seuls longtemps sur ce marché, car ils se feront emboîter le pas à la fin de la même année par SFR. En 1994, Itineris signe un accord de distribution avec Avenir Télécom. Il s'agit d'un réseau de boutiques. C'est la première fois que France Télécom ne fait plus tout par lui-même. Il sous-traite la vente de forfaits et de mobiles avec forfait bloqué, SIM bloqué pour être exact, à des boutiques différentes. Et grâce à ça, ils ont un plus grand impact sur le marché, avec une présence plus importante dans les villes grâce à de nouvelles boutiques. Ah oui, d'ailleurs, s'il y a des plus jeunes qui n'ont jamais entendu parler du SIM locage, en gros à l'époque, les opérateurs vendaient des téléphones à prix cassé, genre 1 franc ou 99 francs par exemple, à la condition que tu prennes un abonnement chez eux. Et pour être sûr que tu restes chez eux, ils bloquaient le téléphone pour qu'il fonctionne qu'avec leur réseau. Dans l'idée, pour eux, ça permettait que tu ne partes pas à la concurrence, et pour le consommateur, ça faisait quand même une belle économie en payant le téléphone 99 francs, ce qui correspond à environ 24,50€ avec l'inflation, plutôt que 2000 à 4000 francs. Alors oui, je sais que la fourchette est un peu grande, parce que j'ai pas trouvé suffisamment de prix pour faire une vraie moyenne. Donc entre 495 et 989€, rapporté à l'inflation évidemment. L'iPhone se gausse de ces prix. En parallèle, de l'autre côté de la Manche, en 1990, un cartel de 4 entreprises décide de fonder le consortium Communication Microtel, avec l'objectif de concurrencer Vodafone, qui est, à ce moment-là, le premier ou le deuxième opérateur du pays. J'ai pas trouvé de données très fiables, mais il y avait que 2 opérateurs mobiles à ce moment-là, donc bon. En 94, Microtel est renommé Orange PLC. Et d'ailleurs, au cas où, PLC c'est juste le type d'entreprise. C'est comme SA ou SAS sont des types d'entreprises en France. Ils se lancent dans le même temps sur le marché mobile britannique. Sinon, c'est aussi en 94 que la direction de programme Mediatel commence à réfléchir à l'après Minitel. 3 options se sont alors ouvertes à eux. Racheter 20% du capital d'AOL, plus gros FAI américain, afin de développer et opérer AOL Europe. La deuxième option, une sorte de Minitel plus avancé, qui aurait été plus puissant et aurait pu installer des applications payantes sur le réseau, ou bien développer le protocole IP américain. Bon, étant donné que vous regardez cette vidéo sur internet aujourd'hui, vous vous doutez bien du choix effectué ce jour-là. Ils ont pas racheté les parts d'AOL, trop cher. Ils ont pas fait un Minitel sous stéroïdes, trop limité à la France. Ils ont fini par adopter le modèle IP américain et ont commencé à plancher dès 95 sur le projet IAP, pour Internet Access Provider. Donc littéralement FAI, fournisseur d'accès internet en français. En parallèle, une équipe configurait un portail internet avec un annuaire, une gestion de contacts et autres, sous la marque Wanadoo. À la fin de l'année, France Télécom regroupe donc les 2 projets en une seule entreprise filiale. Et c'est donc la même année que France Télécom lance son propre fournisseur d'accès à internet, sous le nom bien connu de Wanadoo. Du coup. Et je vais vous montrer une capture d'écran de Wikipédia parce que j'ai trouvé ça hilarant 2 ans après le premier fournisseur et après avoir tenté d'empêcher l'arrivée d'internet en France. Vraiment, le gars qui a écrit ça, il devait être salé. Mais enfin, il n'empêche qu'il a pas tort. La même année est lancé le Tatou, un nom commercial pour un beeper. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un récepteur qui permet de recevoir une notification sur un petit écran à partir du réseau téléphonique portable. C'était utile à l'époque où le téléphone portable n'était pas tellement démocratisé, pour pouvoir demander à un proche de rappeler sur une cabine téléphonique en cas d'urgence par exemple, ou même sans urgence d'ailleurs. Pour afficher le message, il fallait appeler un téléopérateur qui transmettait le message sur le beeper. Et dans les versions qui ont suivi, ça a pu se faire directement par le Minitel. En juillet 1996, la société publique France Télécom passe sous statut de société anonyme, afin de se conformer et de se préparer à l'ouverture de la concurrence en 1998. En 97, France Télécom rentre en bourse. L'État reste, malgré tout, l'actionnaire majoritaire. La même année, Itineris lance les MobiCard, une ligne téléphonique prépayée pour téléphone portable. Alors, ça existe encore aujourd'hui, pas exactement sous la même forme évidemment, mais ça reste la même idée. Un forfait prépayé avec possibilité de prolonger en rechargeant quand le crédit est épuisé. Au 1er janvier 98, un vent de liberté souffle sur la France. Le marché européen est obligé de s'ouvrir à la concurrence. France comprise, évidemment. Dans cette vidéo, on est là pour parler d'Orange, donc on parlera de la concurrence que si c'est vraiment utile. En juillet, on gagne la Coupe du Monde. Ouais, bon, j'ai peut-être un peu dévié là. En septembre, Orange est lancé à Hong Kong et devient en 6 mois le premier opérateur du pays. Retour en France, en fin d'année, Itineris détenait 50% des parts de marché du mobile, avec 5,5 millions d'abonnés. Bon, j'ai envie de dire que quand t'avais le monopole jusqu'en début d'année, ça peut aider. Mais bon, en 1999 est créée la société FT Marine, qui est basiquement la société qui met des gros câbles dans la mer, qui fait qu'Internet arrive d'Amérique à chez nous, et inversement. Parce que, ouais, pour ceux qui le savent pas, Internet n'apparaît pas par magie
4G ou par satellite. L'ensemble du trafic mondial, à quelques petites exceptions marginales, mais qui tendent à le devenir de moins en moins cependant, avec Starlink, est transporté par des immenses câbles sous-marins, dont voici la carte. Les 16 câbles internet intercontinentaux marins qui sont en France arrivent à Marseille d'ailleurs. Donc bonjour à nos Marseillais qui ont toute la planète à côté de chez eux. Le truc rigolo avec cette entreprise, je le dis maintenant parce qu'on reviendra pas dessus plus tard, c'est qu'elle est devenue Orange Marine, après que France Télécom renomme toutes ses succursales par le nom d'Orange. Mais que la société ne s'appelle Orange Marine que sur le papier, parce que quand on regarde dans le magnifique annuaire des entreprises que nous fournit gracieusement le gouvernement avec un site propre, bien plus que celui des impôts professionnels, j'en fais des cauchemars la nuit, on voit que la société n'a jamais officiellement changé de nom, et est restée sous le nom FT Marine. Voilà, c'est tout pour cette entreprise, je trouvais juste ça marrant. Autrement, à la fin de l'année, Itineris atteint le cap des 10 millions d'abonnés, et nous voilà déjà arrivés en 2000. Le monde a été ravagé par le bug de l'an 2000 et les systèmes électroniques ont tous été détruits. Ah non, ça s'est étonnamment bien passé. On dirait qu'il nous reste encore bien des choses à voir alors. Wanadoo commence à s'implémenter en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas. Dans le même temps, il rachète Nordnet, un opérateur, à France Télécom qui l'avait acheté quelques années plus tôt en 1998. Grande année pour Wanadoo qui voit son moteur de recherche devenir le premier utilisé en France. C'est aussi pour eux le lancement en bourse en pleine bulle internet. Toujours en 2000, décidément il s'en dépassait des trucs, France Télécom investit dans Telekomunikacja Polska. Telekomunikacja Polska. À hauteur de 35%, avec un consortium d'entreprises. Et finalement, en 2000, le point le plus marquant s'opère. France Télécom, qui était en retard dans son internationalisation, rachète Orange à Vodafone. Vodafone qui avait fait l'acquisition d'Orange par le rachat de Mannesmann, qui avait lui-même racheté Orange au consortium de base. Bref, France Télécom rachète Orange au plus haut de la bulle internet, ce qui sera une énorme erreur. Mais dis-moi Vélig, c'est quoi la bulle internet? Parce que tu en parles depuis tout à l'heure, mais je sais pas ce que c'est moi. Ouais, t'as pas tort, j'ai pas expliqué. Alors, c'est très simple. La bulle internet, c'est un phénomène économique qui a surtout eu lieu entre 1995 et 2000. À cette époque, internet est nouveau. Tout le monde sent que ça va changer le monde, mais personne ne sait encore exactement comment. Résultat, des milliers d'entreprises liées au web se créent. Parfois avec des idées vagues et peu de clients, voire aucun bénéfice, mais une promesse énorme, demain, ça va rapporter gros. Les investisseurs, banques et fonds d'investissement se mettent alors à injecter énormément d'argent dans ces entreprises, simplement parce qu'elles sont liées à internet. En bourse, leur action monte en flèche. Non pas parce que les entreprises sont solides, mais parce que tout le monde achète en pensant revendre plus cher. Les prix deviennent alors complètement déconnectés de la réalité économique, c'est ça, la bulle. Le problème, c'est qu'une bulle finit toujours par éclater. En 2000, les investisseurs commencent à réaliser que beaucoup de ces entreprises ne gagneront jamais d'argent. La confiance disparaît, les actions s'effondrent, des milliers de sociétés font faillite et des milliards d'euros partent en fumée. Dans ce contexte, acheter une entreprise au sommet de la bulle, comme France Télécom l'a fait avec Orange, signifie payer un prix largement surévalué. Quand la bulle éclate, la valeur réelle chute brutalement. Mais la dette, elle reste bien réelle. Et c'est exactement ce qui va plonger France Télécom dans une crise financière majeure au début des années 2000. Bref, la bulle internet, c'est un excès d'optimisme, beaucoup d'argent, peu de réalité et un réveil très douloureux pour ceux qui ont acheté trop cher. Bon, acheter en plein dans la bulle, c'était une belle idée de merde. Mais bon, même eux, ils ont une action pétée à l'époque. Ils ont commencé le 1er mars 2000 avec une action en clôture à 174,50 € et ils ont atteint leur plus haut pic à 219 € le 2 mars 2000. Donc ça devrait aller. Enfin bref, cette petite parenthèse économique étant finie, Trade Republic N26 Revolut, c'est quand vous voulez pour une sponsor sur votre fonction de bourse. On va pouvoir continuer les grandes lignes. Donc en 2000, quand ils achètent la majorité d'Orange, ils s'endettent énormément en se disant que ça passe, vu que leur action est très haute. Bah non, du coup. Pour info, le prix de rachat est estimé à 39,7 milliards d'euros. Alors, retenez bien cette info. Et après l'achat, France Télécom change de logo et passé de celui-ci à celui-là. Alors oui, en gros, ils ont rajouté du orange, parce qu'ils ont racheté Orange. Vous l'avez? C'est parce que orange, c'est la couleur orange. Non mais en vrai, France Télécom commence une lente transformation de son design pour adopter un orange prédominant. Ils avaient prévu depuis longtemps de prendre le nom d'Orange. L'année est bien chargée, car en octobre, une nouvelle filiale de FT est créée, WHA, une société spécialisée dans les moyens de payer en ligne. On va pas en reparler parce qu'on s'en fout, mais en gros, ils ont fait des services de facturation, soit en payant par carte, ou bien le fameux retenu sur ta facture internet ou mobile. Enfin bref, c'est OSEF mais ça existe. Et j'ai toujours pas fini avec l'année 2000, et vous savez ce qui est gratuit par contre? S'abonner. Donc, abonnez-vous, et laissez un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, retour à la vidéo. Décidément, en 1998, Wanadoo avait commencé les premières expérimentations ADSL. En 1999, la technologie sort des laboratoires avec l'offre Netissimo. Elle est installée dans
dans les centraux et proposée au public, avec une promesse de 512 kilobits par seconde, ce qui est énorme comparé au modem 56K ou 128K de l'époque. Mais malgré ce déploiement massif, la DSL n'était toujours pas accessible à tout le monde. Même s'ils utilisaient les lignes téléphoniques en cuivre existantes, toutes n'étaient pas compatibles techniquement. D'abord, il y avait la distance aux centrales téléphoniques. Plus une ligne était longue, plus le signal ADSL s'affaiblissait. Au-delà de quelques kilomètres, la connexion devenait instable, voire impossible, même si le 56K fonctionnait parfaitement. Ensuite, beaucoup de lignes n'étaient pas directes. Dans certaines zones, surtout rurales, la ligne passait par des équipements de concentration qui permettaient d'économiser du cuivre. C'était suffisant pour la voix, mais totalement incompatible avec la DSL. Il fallait aussi que le central soit équipé en matériel spécifique, les fameux DSLAM. Or, au début, seuls les centraux des grandes villes étaient modernisés, laissant de nombreuses communes à l'écart. Enfin, la qualité du cuivre jouait un rôle crucial. Câble ancien, oxydé ou rafistolé, pouvait laisser passer la voix, mais pas un signal ADSL stable. Résultat, en 2000, l'ADSL existe, il progresse vite, mais reste encore une technologie inégalement accessible, ce qui explique pourquoi le bas débit continue de cohabiter avec le haut débit pendant encore quelques années. C'est en 2000 que tout s'accélère vraiment. France Télécom lance un déploiement massif de lignes ADSL, équipe les centraux à grande échelle, et l'internet haut débit commence à enfin se démocratiser. Oh, une année 2000 bien chargée en tout cas. Maintenant 2001, et non pas ça, ça non plus, bah décidément. Ouais voilà, c'est mieux. France Télécom augmente sa participation dans Telekomunika Polska et devient majoritaire. En 2001, Wanadoo rachète en propre FreeServe, un FAI britannique détenant 5 millions de clients, toujours dans une idée d'internationalisation. Cette année-là, les services France Télécom Mobile, donc Itineris, OLA et Mobicart, fusionnent avec Orange UK pour donner vie à Orange SA. Ouais, SA, parce que c'est devenu français, donc le statut ça peut plus être PLC, forcément. Et Orange est introduit dans la foulée à la bourse de Paris. À ce moment-là, tout ce qui touche à la téléphonie mobile cesse déjà d'être France Télécom, mais bien Orange d'ailleurs. C'est tout pour 2001, c'est allé un peu plus vite. 2002, année de débâcle malheureusement, suite à la baisse de l'action. FT, qui avait prévu une marge bien plus grande que la réalité, est obligé de requalifier une partie de sa dette de longue durée à courte durée. Ce qui fait qu'entre 2002 et 2005, FT est obligé de rembourser 5 à 15 milliards d'euros par an. Les actionnaires voyant ça ont assez évidemment pris peur et l'action, qui était à 219 € au plus haut de mars 2000, chute à son plus bas historique de 6,94 € le 30 septembre 2002. Donc en gros, l'entreprise qui valait 580 milliards en bourse n'en vaut plus que 18 milliards. Sauf qu'elle a fait un rachat à environ 39,7 milliards d'euros, soit plus de 2 fois sa valeur en bourse pour dire. Globalement là, c'est la merde. À ce moment-là, France Télécom est la deuxième entreprise la plus endettée au monde, hors secteur financier parce que ça compte pas vraiment dans les classements. C'est la première fois depuis qu'elle n'est plus une entreprise d'État qu'elle est en déficit. Et bordel, quel déficit! Et comment qu'on fait pour stabiliser une dette d'environ 70 milliards d'euros? On change de direction et on appelle Thierry Breton. Alors à ce moment-là, c'est pas n'importe qui le Thierry. C'est le mec qui a réussi à sauver Bull, un constructeur informatique en train de crever, et de sauver Thomson. Donc quand la débâcle est arrivée, il a été tout désigné. Et c'est quoi la strat du Titi pour passer à un bon niveau de dette? Bah alors, c'est pas compliqué. Tu demandes à l'État une augmentation du capital de 15 milliards, c'est-à-dire que l'État donne 15 milliards d'euros et en échange le nombre d'actions qu'a l'État dans l'entreprise augmente, mais ça fait 15 milliards dans les caisses pour rembourser une partie de la dette. Ensuite, un autre 15 milliards en faisant des économies en interne. Allez hop, plus de café pour Josiane. Pourquoi y a plus de café? Parce que personne t'aime, Josiane! Et 15 milliards de plus en négociant avec les banques et les investisseurs pour étaler les échéances et donc réduire la pression à court terme. Enfin, de quoi éloigner 15 milliards un moment en tout cas. Et ça fonctionnera bien, comparé à l'autre entreprise qu'il essaiera de relever plus tard. Sinon, toujours en 2002, Wanadoo rachète un opérateur espagnol et devient le deuxième plus gros opérateur espagnol et européen, avec 7,8 millions d'abonnés en Europe. Ah oui, aussi, ils changent leur logo pour cette daube. On est d'accord que ces deux-là étaient mieux quand même. Ah, Wanadoo. En plus de faire tout ça, cette année-là, leur ADSL passe au-dessus du nombre d'abonnés des modems. La stratégie était bonne. Une baisse des prix, des abonnements plus simples chez eux et France Télécom, et un déploiement massif de DSLAM pour augmenter le nombre de personnes éligibles. Résultat, une grande réussite. En 2002, des usages nouveaux d'internet se créent chez le grand public. Par exemple, le téléchargement, le peer-to-peer, ou le jeu vidéo en ligne, qui existait déjà avant ça, hein. Mais c'était bien plus marginal, parce que ça coûtait cher. C'était un modem, il fallait payer l'abonnement au FAI, et le prix de la communication à la minute. Et c'est là que la DSL fait sa révolution.
les forfaits étaient fixes et illimités. 45 € l'abonnement France Télécom pour la DSL, sans coût supplémentaire. Et je précise bien 45 € l'abonnement à DSL. Le téléphone ou la télé n'était pas compris avec l'internet à l'époque. C'est arrivé avec Free la même année cependant. En 2003, FT rachète de force aux actionnaires les 13,7% du capital d'Orange qui avait été introduit à la bourse de Paris, au prix où il l'avait introduit. L'entreprise est donc détenue à 100% par France Télécom. En juillet de la même année, ils sont condamnés par la Commission européenne pour abus de position dominante sur la DSL de leur filiale Wanadoo. Ils pratiquaient la vente de leurs services internet à perte pour éliminer leur concurrence et augmenter largement leur prix ensuite. Pour le coup, c'est non seulement un coup d'enfoiré, mais c'est en plus illégal en France, selon la loi du 2 juillet 1963 interdisant la vente à perte, sauf à certaines exceptions comme par exemple les soldes. C'est la même année que dans son idée de diversification, qu'Orange, et oui j'ai bien dit Orange et pas France Télécom, c'est la succursale Orange qui commence à faire ses propres projets, va lancer la TV d'Orange, pour le nom d'aujourd'hui. À l'époque c'était Ma Ligne TV le nom. Un service d'accès à la télévision par ADSL, et un service de vidéo à la demande. À l'époque ça devait pas être bien fou avec le débit nul de la DSL, mais j'imagine qu'en 144p c'était regardable. 2004, on est clairement dans une année spéciale. France Télécom est encore blindée de dettes, mais au moins elle tient debout. Et surtout, elle recommence à faire des choix. Déjà, truc important, Wanadoo perd son indépendance. Jusque-là, Wanadoo était une filiale cotée en bourse avec son statut à part. En 2004, France Télécom décide de la réintégrer complètement dans le groupe. Wanadoo redevient un truc interne à France Télécom. C'est plus une entreprise autonome, c'est une marque du groupe. Et ça, c'est pas innocent, on va y revenir. Autre truc majeur cette année-là, l'État vend une partie de ses parts. Jusqu'ici, même après l'ouverture du capital, l'État restait bien au-dessus de 50%. En 2004, ce n'est plus le cas. L'État passe en dessous des 50%. Et à partir de là, France Télécom devient officiellement une entreprise privée. Alors oui, l'État reste actionnaire important, mais symboliquement, c'est énorme. France Télécom n'est plus une entreprise publique. Et c'est pile à ce moment-là que commence le fameux plan Next. Alors Next, ça veut dire New Experience for Telecommunication. Déjà, rien que le nom, on sent bien le PowerPoint de cabinet de conseil. Mais derrière, l'idée est assez simple. Le plan Next, c'est 3 gros objectifs. Réduire la dette, encore et toujours. Simplifier l'entreprise, parce que c'est devenu un bordel sans nom, avec des succursales et des sous-entreprises partout. Et surtout, recentrer tout autour de quelques marques fortes. En gros, France Télécom s'est rendu compte qu'ils avaient trop de marques, trop d'offres, trop de trucs qui se chevauchent. Wanadoo d'un côté, Orange de l'autre, des marques locales partout en Europe. Personne ne comprend rien, même en interne. Next, c'est donc le début d'un grand ménage. Et je vous divulgage, au centre de ce ménage, il y a un nom qui revient tout le temps, Orange. 2005, c'est une année où il se passe beaucoup de choses, mais un peu de désordre, donc accrochez-vous. Déjà, en début d'année, Thierry Breton se barre. Il démissionne pour rentrer au gouvernement. Voilà, il a fait le sale boulot, il a stabilisé la boîte, et maintenant, il passe à autre chose. On va pas trop s'attarder sur qui lui succède, c'est pas le sujet ici. Mais le plan Next, lui, continue. Et surtout, en juin 2005, France Télécom annonce officiellement la stratégie Next, cette fois publiquement avec un axe très clair. Simplification du portefeuille de marque, avec Orange au centre des opérations internationales. Autrement dit, Wanadoo, à terme, va disparaître. Pas encore officiellement, mais dans la tête des dirigeants, la décision est déjà prise. Autre événement très important cette année-là, l'Espagne. Le 27 juillet, France Télécom annonce le rachat de 80% de l'opérateur mobile Amena, qui détient environ 24% de parts de marché en Espagne, pour 6,4 milliards d'euros, dont une partie par augmentation de capital. C'est énorme. Avec ce rachat, France Télécom devient un acteur majeur du mobile espagnol, et renforce encore sa présence en Europe du Sud. Côté internet, les chiffres sont assez fous aussi. Selon Dataxis, en 2005, France Télécom est le deuxième opérateur ADSL mondial, derrière China Telecom, le premier opérateur ADSL européen. Donc ouais, malgré la crise, malgré la dette, malgré tout le reste, sur l'ADSL, ils sont clairement bons. Mais bon, tout n'est pas rose non plus. Le 1er décembre 2005, France Télécom se prend une amende de 256 millions d'euros par le Conseil de la concurrence. Pourquoi me direz-vous? L'affaire de l'entente entre les 3 opérateurs mobiles français. Mais dis-moi, Vili, c'est quoi cette histoire d'entente entre les 3 opérateurs mobiles français? Eh bien c'est très simple, les 3 opérateurs mobiles de l'époque, SFR, Bouygues Télécom et Orange donc, se sont arrangés entre eux à la fin des années 90 et début des années 2000 pour garder entre eux leurs parts de marché respectives. Et donc réduire la concurrence qui se faisait entre eux, pour garder les prix artificiellement plus haut sur le marché. Et cette triple entente, oula, non, peut-être pas le bon terme. Cette entente entre les 3 opérateurs était bien évidemment complètement illégale, et ils se sont tous les 3 fait sanctionner. Ça les a pas empêchés de plus ou moins continuer après. Ce qui a vraiment fait changer la situation, c'est l'arrivée de Free en 2009. Les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. Donc voilà, en 2005, c'est à la fois une entreprise ultra dominante, en pleine simplification, mais toujours rattrapée par ses vieux réflexes de monopole. En 2006, là, c'est simple. France Télécom arrête de faire semblant. À partir du 1er juin 2006, il décide que tout sera vendu sous une seule marque,
marques. Orange. Wanadoo, c'est fini. Maline TV, pareil, ça dégage. Tout devient Orange. C'est à ce moment-là qu'apparaît vraiment Orange Business comme une entité à part entière. Et là, faut bien comprendre l'intérêt. Le grand public, c'est bien. Mais le business to business, c'est là que l'argent est vraiment stable. Orange Business, c'est tout ce qui touche aux entreprises. Réseau, services télécom, solutions internationales, cloud, sécurité, interconnexion, tout ça. Et pour France Télécom, c'est stratégique pour deux raisons. 1, les entreprises payent cher et sur la durée. 2, ça permet de moins dépendre du marché grand public, qui est de plus en plus concurrentiel et de moins en moins rentable. En gros, Orange Business, c'est le pilier sérieux pendant que le grand public fait du volume. Et en parallèle de ça, la transformation de la marque continue. Ils en profitent pour refaire la charte graphique. Logo France Télécom plus arrondi, couleur et police modifiées, et le mot télécom devient tout orange, là où avant seulement le com était en orange. Ça montre subtilement qu'Orange avait les communications, mais que désormais, il aura tout. En gros, ils adoucissent le truc pour que ça fasse moins opérateur historique et plus marqué moderne. Et à partir de là, France Télécom existe encore juridiquement, mais dans la vraie vie, France Télécom commence à s'effacer. De moins en moins de gens l'utilisent, parlant plutôt d'Orange. 2007, c'est une année un peu silencieuse en apparence. Mais en vrai, c'est pile l'année où France Télécom commence à s'effacer pour de bon. Dans la tête des gens, dans les pubs, dans les boutiques, c'est Orange partout. Et ça, c'est pas un hasard, c'est littéralement le plan depuis des années. Déjà, première chose symbolique, France Télécom R&D, entendez par là recherche et développement au cas où, change de nom et devient, roulement de tambour, Orange Labs. Même leur département de R&D n'a plus le droit de s'appeler France Télécom. Et pareil pour la fondation France Télécom, ils la renomment Fondation Orange. En fait, 2007, c'est pas on annonce un truc, c'est plutôt on continue à nettoyer le décor. Tu changes les panneaux, tu changes les noms, tu changes les logos, et petit à petit, tu fais en sorte que le public oublie que France Télécom existe encore derrière. Et ça sert à quoi de renommer des trucs comme ça? Bah c'est très simple. Orange, c'est exportable. France Télécom, non. Orange, tu peux le vendre en Espagne, en Pologne, au Royaume-Uni. Tu peux en faire une marque techno, cool, moderne. France Télécom, à l'étranger, ça sonne comme administration française. C'est pas super. Donc 2007, c'est vraiment une année où ils appuient encore plus sur l'idée. Orange, c'est la marque visible. France Télécom, c'est le back-end de chiant qui existe juridiquement. Toute l'idée du plan Next finalement. Donc à partir de maintenant, en sachant ça, vous m'entendrez plus trop dire France Télécom. En 2007, il y a un truc énorme quand même, l'iPhone. Oui, parce qu'en 2007, c'est aussi l'année où Orange chope un truc qui vaut de l'or. L'exclusivité iPhone en France. Apple annonce en octobre 2007 que l'iPhone sera lancé en France le 29 novembre 2007 et que ce sera chez Orange. Et attention, pas chez Orange et les autres aussi. Non. Orange, opérateur partenaire exclusif. Et le prix 399 € avec un abonnement iPhone. Donc là, on est quand même très loin de l'époque téléphone à 1 franc. Même si à côté, t'es obligé de payer autant que mes cotisations URSSAF de l'année dernière niveau forfait mensuel. Et ça, c'est pas juste un téléphone de plus. C'est vraiment un marqueur. Orange veut être associé à la tech qui fait rêver, pas à l'opérateur historique qui t'installe une prise en 3 semaines. Ce qui d'ailleurs n'est pas vraiment une blague, quand c'était pas même plus long. Toujours sur le mobile, 2007, c'est aussi la période où on commence à parler plus sérieusement de 3G+, 3,5G, qui se déploie vraiment. Orange et SFR avaient commencé avant, Bouygues s'y met en 2007, et ça devient le sujet télécom de l'année. En gros, on passe doucement de « Ah cool, j'ai réussi à charger une page contenant 2 phrases en seulement 5 minutes !» Ah ok, là on peut commencer à faire des trucs un peu plus sérieux, même si on est encore loin du confort d'aujourd'hui. Côté internet fixe, l'ADSL est devenue une norme. Et côté internet, en 2007, Orange est toujours dans son délire ADSL à fond. Pour vous donner une idée, fin 2007, Orange annonce 7,3 millions d'abonnés ADSL et plus de 1,38 millions recrutés sur l'année. Donc oui, ça pousse. Et ça colle avec la logique du groupe à ce moment-là. Vendre du triple play avec la Livebox, en mode tout chez nous, verrouiller le client dans l'écosystème Orange et garder une image opérateur premium. Même si bon, premium ou pas, quand ta box plante, ça plante pareil. Et d'ailleurs, vous savez ce que vous pouvez faire si jamais vous avez une connexion qui fonctionne bien? Rejoindre discord.vilic.fr. C'est un Discord sympa où on parle d'informatique, où on déconne un peu. Enfin bref, je vous y attends. Toujours en 2007, Orange ouvre une société de production cinématographique, le Studio 37. Cela dans une tentative de diversification. Et c'est tristement cette année que Wanadoo, qui n'existait déjà plus, laisse disparaître une de ses dernières traces, leur adresse mail. Car Orange propose de migrer les adresses mail @wanadoo.fr en adresse mail @orange.fr. C'était gratuit et non obligatoire. Mais pour tous ceux qui ont passé leur email de Wanadoo à Orange, l'action est irréversible et les adresses Wanadoo n'étaient déjà plus créables. Du coup, aujourd'hui, il reste plus énormément d'emails @wanadoo.fr. Mais on peut avoir l'occasion d'en croiser quelques fois car ils n'ont pas obligé la transition de l'un à l'autre. Et
d'ailleurs, petit détail assez drôle, malgré tout ça, il reste encore des traces de Wanadoo qui traînent. Typiquement, encore aujourd'hui sur une majorité des lignes internet fixes Orange, le nom de domaine automatique lié à l'IP est encore très souvent en quelque chose.abo.wanadoo.fr. Ce nom automatique, c'est ce qu'on appelle le reverse DNS. D'habitude, le DNS sert à faire nom vers IP. Par exemple, google.com va pointer vers 172.217.19.164, qui est l'adresse IP publique du serveur. Là, c'est l'inverse. L'IP va vers le nom. Et l'enregistrement qui fait ça s'appelle un PTR. Quand un outil ou un serveur demande cette IP, elle s'appelle comment? C'est le PTR qui répond avec un nom. Techniquement, c'est l'opérateur qui gère ça, parce que le reverse DNS passe par des zones DNS dédiées. En IPv4, c'est in-addr.arpa, en IPv6 c'est ip6.arpa. En gros, ce sont des annuaires spéciaux du DNS réservés au reverse. On y range les IP de façon à pouvoir retrouver un nom à partir d'une adresse. Et chez un FAI, ces PTR sont souvent générés automatiquement à très grande échelle, des quantités énormes d'IP. Du coup, tout migrer vers un autre suffixe, genre abo.orange.fr, n'apporte quasiment rien au client moyen, et c'est le genre de choses qu'on évite de faire tant que ça marche. C'est un peu rigolo de voir que les grosses infras fonctionnent comme moi. Tant que ça marche, on touche pas, hein. Et si ça casse un jour, on verra ce qu'on fera. D'autant plus que le domaine Wanadoo existe toujours côté Orange. Le garder ne casse rien, et ça évite de toucher à une mécanique sensible qui peut impacter plein de trucs. Outils internes, log, anti-abus, etc. D'ailleurs, un parallèle intéressant, si vous voulez bien comprendre, c'est Twitter. X.com, c'est le nouveau domaine en façade, mais il y a bien 90% de ce qui fait tourner le site et ce qui gravite autour qui sont liés au domaine Twitter.com, et pas X. Et si demain Twitter.com était dégagé, X tomberait instantanément. Et est-ce que c'est pareil partout en France? Eh bah, pour tout Orange, ouais. Sauf pour le mobile. Ça peut être du quelque chose.mobile.fr.orangecustomers.net, sinon de ce que j'ai trouvé, c'est que du Wanadoo. D'ailleurs, ils comptent pas du tout l'abandonner, parce que pour l'IPv6, qu'ils ont commencé à tester en 2015 et installé en 2016 sur le réseau, ils ont choisi ipv6.abo.wanadoo.fr. Donc Wanadoo a encore de beaux jours devant lui pour ça en tout cas. Sinon, avant de fermer cette parenthèse, je tiens à dire qu'il y a que Free sur ses offres non pro qui permettent de personnaliser le reverse DNS. Et ça, c'est très appréciable. La bise au Xav, hein, en tout cas. C'est tout pour la partie 2 de cette vidéo. Le montage m'aura pris un temps immense, vous avez pas idée. C'est pour ça que je fais pas 1h15 de vidéo d'un coup, parce que oui, après la première vidéo, j'ai continué d'écrire, j'en suis arrivé à environ 1h15. Et c'est sans compter le fait que je vais probablement rajouter encore 2-3 éléments pour que le script soit vraiment complet. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Plus de 25 minutes de vidéo, c'est compliqué. Et je vous le dis, il y aura plus que 2 parties après ça. Cette fois, je vais pas vous faire une promesse de quand va sortir la troisième partie. Avec mes 3 semaines prévues, j'ai à peu près les délais de l'administration française, donc on est bien au moins. Mais bon, la vidéo est là, c'est déjà ça. Et il y aura une vidéo autre que Orange avant la troisième partie. Je vais essayer de prendre mon temps, mais pas de vous laisser sans vidéo trop longtemps comme je l'ai fait là. C'est long, 3 mois. Je crois que j'ai tout dit pour cet outro. Donc abonnez-vous et au revoir. Ah oui, et merci aux membres.